Donc on est très content de vous retrouver après de si longs mois d'absence de rencontres physiques. Donc pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, donc ATTAC, c'est une association d'éducation permanente qui vise à comprendre les grands enjeux sociaux et économiques afin de mieux pouvoir agir sur ce que nous estimons être la mise au pas de la démocratie par la logique de marché et de profit. Et donc c'est dans cet esprit qu'on organise des conférences-débats 2 fois par mois. Et nous espérons que les conditions sanitaires nous permettront de continuer à pouvoir le faire en présence. Donc par rapport au travail d'ATTAC, on conduit aussi des campagnes en direction des citoyens et du monde politique, notamment la campagne Portons plainte contre les organisateurs de l'évasion fiscale, que mon camarade Christian Savestre nous présentera peut-être plus tard. Donc pour ce qui concerne le sujet de ce soir, c'est donc la conclusion de cet été de ce grand projet d'accord visant à enrayer la course à l'évitement de l'impôt, voire à l'élimination de cette course à l'évitement de l'impôt, selon les dires de ses concepteurs. Donc notre volonté, c'était de mettre en débat la façon dont a été interprété cet accord, notamment dans les mouvements progressistes. Donc certains ont en effet salué un pas dans la bonne direction, quoique insuffisant, et d'autres comme l'économiste Thomas Piketty ont au contraire vu dans cet accord l'officialisation de l'entrée dans un monde où les oligarques payent structurellement moins d'impôts que le reste de la population. Donc pour essayer d'y voir plus clair, on a le plaisir d'en discuter ce soir avec Leïla Oulaj, qui est chargée de recherche sur la justice fiscale au CNCD 11-11-11. Et donc Christian Savestre de ATTAC Bruxelles. Donc on vous propose une première partie d'environ 45 minutes d'intervention, suivie de 45 minutes d'échange avec le public. Et ensuite on vous propose une discussion informelle autour d'un petit verre de mousseux. Leïla, je te laisse commencer. Alors bien, bonsoir. Et d'abord, merci pour votre patience et pour être là aussi, pour partager cette rencontre sur ce thème qui est important. Et dont on va sûrement encore beaucoup parler dans les prochaines semaines et les prochains mois, si pas les prochaines années. Alors, je vais articuler ma présentation autour de 3 points. Tout d'abord, les enjeux actuels de la justice fiscale. Ensuite, ce projet qui est négocié au sein de l'Organisation de coopération et développement économique. Et finalement, je soulignerai le momentum que nous vivons. Alors, au niveau des enjeux actuels de la justice fiscale, eh bien, ils sont tout d'abord liés aux principaux problèmes du système fiscal actuel. Tout d'abord, son obsolescence face à l'évolution du système économique et en particulier de son volet numérique. Et ensuite, le fait qu'il ne permette pas de rendre compte des multiples méthodes d'érosion de la base imposable via les transferts de profits, et qui sont des stratégies qui sont possibles et qui existent du fait des nombreuses failles qui existent au sein du système fiscal et dont profitent les multinationales pour ne pas payer leurs impôts dans les pays où elles ont réellement une activité économique. Alors, le Tax Justice Network estime le montant des pertes fiscales par an dans le monde à 427 milliards de dollars, dont 245 milliards correspondent à des transferts réalisés par des multinationales dans des paradis fiscaux afin de payer moins d'impôts que ce qu'elles devraient. Les enjeux actuels de la justice fiscale sont bien évidemment aussi liés aux besoins de ressources pour faire face à la crise multidimensionnelle que nous traversons. Alors cette crise n'est pas nouvelle, mais la crise sanitaire inédite a exacerbé en fait la crise sociale et économique et elle s'est traduite par une aggravation des inégalités. Et en plus, il faut aussi ajouter la crise climatique dont nous avons vu cet été qu'elle touche surtout les personnes les plus vulnérables. Alors les inégalités se sont creusées à un point tel que la crise sanitaire s'est déjà traduite par un retour en arrière de 2 décennies dans la lutte contre la pauvreté et l'extrême pauvreté. Et les inégalités structurelles se sont aggravées entre pays, au sein des pays, et les femmes ont été particulièrement touchées. Alors pour citer un seul indicateur qui permet de démontrer l'importance de cette affirmation, on parle dorénavant qu'il faudra attendre presque 136 années avant d'atteindre la parité, seulement la parité, entre les femmes et les hommes au niveau économique, social et politique. On parle donc de 36 années de plus qu'avant la crise de la Covid-19. Alors le deuxième point porte donc sur ce projet BEPS 2, donc selon l'acronyme anglais Base Erosion and Profit Shifting, c'est-à-dire l'érosion de la base imposable via les transferts de profits. Alors afin de parler de ce projet, il m'a paru intéressant de d'abord le présenter de manière très générale, ensuite ces 2 piliers, où est-ce qu'on en est au niveau des négociations, et de manière très brève, la position de la Belgique.
Alors, de manière générale, il faut savoir donc que c'est un projet qui est négocié depuis de nombreuses années au sein de l'Organisation de coopération et développement économique, l'OCDE. Alors, ces négociations ont été bloquées en novembre de l'année passée par Donald Trump et elles ont été relancées cette année à peine au mois d'avril par les annonces de Joe Biden. Alors, c'est un projet qui vise à définir de nouvelles règles mondiales en matière d'impôt sur les sociétés et à contribuer à mettre fin aux multiples méthodes d'érosion de la base imposable via les transferts de profits et ainsi mettre fin à la course au moins-disant fiscal. Alors, il repose sur 2 piliers. On parle beaucoup d'un seul pilier, mais en fait, il y en a 2. Le premier, c'est la taxation unitaire, dont on parle moins. Et le deuxième, c'est celui qui porte sur le taux d'impôt minimum sur les bénéfices mondiaux des multinationales. Alors, en ce qui concerne le premier pilier, son objectif est de savoir dans quel pays les bénéfices des multinationales devraient être soumis à l'impôt. Alors pour y arriver, il y a 2 étapes. Tout d'abord, il faut considérer chaque multinationale comme une seule entité. Et ça veut dire de manière très concrète que chaque multinationale ne devrait avoir qu'une seule comptabilité. Et ensuite, il faut instaurer une véritable taxation unitaire, c'est-à-dire qu'il faut définir une clé de répartition entre les États qui permettent de savoir dans quel pays les bénéfices d'une multinationale devraient être soumis à l'impôt. On s'entend bien donc que ça devrait être en fonction de l'activité économique réelle de la multinationale. Alors, le projet semble être une reconnaissance qu'une petite partie des profits des 100 multinationales, les plus importantes et les plus rentables, devraient être taxés dans les pays où se situent les maisons mères et les ventes de ces sociétés. Donc, c'est un projet qui privilégie les pays de consommation, donc surtout les pays dits développés. Alors, il a déjà été convenu qu'une révision se fera en 2030, c'est-à-dire 7 années après son entrée en vigueur. Et 2 secteurs ont déjà été aussi exclus, c'est le secteur financier et le secteur extractif. Alors le deuxième pilier, on en a beaucoup entendu parler depuis les annonces de Joe Biden, qui a d'abord proposé en avril un taux de 21%, qu'il faut bien le dire, n'était pas une mauvaise idée au départ. Mais il a tout de suite revu à la baisse son taux, et on parle dorénavant d'un taux de 15%. Alors c'est un taux qui pourrait freiner le transfert des bénéfices, mais ne pas mettre fin en fait à la course au moins-disant fiscal. Alors, il faut savoir que pour être suffisamment efficace, il faudrait un taux minimum qui soit plus élevé et qui soit plus proche du taux moyen mondial, qui est de 24%, si réellement on veut mettre fin à la course au moins-disant fiscal. Alors, où est-ce qu'on en est ? Il y a eu pas mal d'annonces depuis le mois d'avril et qui se sont un petit peu précipitées entre juin et début juillet. On a eu d'abord les annonces du G7 qui a en fait soutenu la proposition du taux de 15% de Joe Biden. Ensuite, on a eu la déclaration du cadre inclusif de l'OCDE début juillet, qui est en fait un accord politique qui a été annoncé et qui mentionne de nouveau un taux, mais d'au moins 15%, et qui pourra être relevé à l'avenir. Lors des 139 pays qui constituent le cadre inclusif de l'OCDE, 133 ont signé cet accord, sauf l'Irlande, la Hongrie, l'Estonie, le Kenya, le Nigeria et le Sri Lanka. Alors, il faut aussi savoir que c'est le premier document qui a été publié depuis l'automne 2020. Et puis, on a finalement eu les annonces du G20 qui ont en fait été un aval à l'accord politique de l'OCDE et qui a confirmé ce taux minimum de 15%. Et donc, ce qu'on attend maintenant d'ici à la fin de l'année, c'est l'annonce de l'accord final et de connaître enfin tous les détails techniques de ce projet. Alors, de manière très brève, le rôle de la Belgique. La Belgique, il faut bien le reconnaître, n'a pas été un frein durant les négociations de ce projet, mais elle n'a pas non plus joué un rôle constructif et proactif comme il est mentionné dans son accord de gouvernement. Et l'enjeu à court terme est bien que la Belgique soit proactive et ainsi respecter ses engagements pris dans l'accord de gouvernement. Alors, afin de terminer ma présentation, je voudrais insister sur le contexte que nous vivons et qui nous offre un momentum. Donc on le voit qu'il y a des dossiers comme ce projet BEPS 2 qui sont remis sur la table des négociations parce qu'ils pourraient représenter des recettes fiscales supplémentaires et de plus, elles pourraient être aussi significatives. Alors les phénomènes climatiques extrêmes de l'été 2021 nous montrent bien l'urgence de mobiliser des recettes supplémentaires pour financer la reconstruction sociale et écologique. Plusieurs voix s'élèvent depuis déjà plusieurs mois pour demander d'atténuer l'impact de la crise sur la pauvreté et l'extrême pauvreté et pour réduire les inégalités. Aussi de s'assurer d'une meilleure reprise à moyen et à long terme qui soit en plus respectueuse des limites planétaires et de garantir que le fardeau de toute crise future ne continue pas à être supporté de manière disproportionnée par les femmes. Alors, il faut aussi savoir ici qu'il y a des études qui ont déjà été réalisées depuis une perspective de genre et qui mettent en avant que les femmes payent un plus lourd tribut de l'évasion fiscale.
Lorsque les multinationales ne payent pas leur juste part d'impôt, eh bien cela a des implications directes sur les principaux moteurs de l'égalité, puisque les États ont moins de ressources disponibles afin de pouvoir investir, par exemple, dans l'offre de services publics essentiels. Et puis ces études ont aussi montré que l'augmentation des impôts indirects, comme les taxes à la consommation, a un effet négatif sur les personnes pauvres et sur celles qui travaillent dans le secteur informel, et on sait que les femmes sont surreprésentées dans ces secteurs. Alors, le projet BEPS 2 représente une opportunité pour gérer la crise d'une autre manière qu'il y a 10 ans. Si ces négociations aboutissent à la mise en place de transformations structurelles pour un monde juste et durable. Et on le voit bien, on pourrait vivre un tournant qui vise à ce que les multinationales payent enfin leur juste part d'impôt. Mais pour cela, et comme l'écrit Emmanuel Saïs et Gabriel Zucman dans leur livre intitulé « Le triomphe de l'injustice », il faut bien reconnaître que laisser les individus ou les entreprises se soustraire à l'impôt relève en grande partie d'un choix des pouvoirs publics, mais d'autres choix sont possibles dès aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Je donne la parole à Christian. Bonsoir, merci d'être venu. Écoutez, je vais commencer. Oui, alors donc je me présente. Je travaille bénévolement pour Attac. Je travaille bénévolement pour un journal, un média numérique qui s'appelle Pour. Je travaille aussi pour le réseau Justice Fiscale. Et donc, je ne fais pas bien la différence entre tout ça. Et voilà. Donc moi, je m'exprime en tant que travailleur dans ces différentes associations et dans ce média numérique. Et donc, je ne représente aucune institution. Et donc, finalement, je vais m'exprimer comme un citoyen engagé, tout simplement, quoi. Et je ne suis pas sûr que mes propos reflètent nécessairement la pensée ou la ligne de Attac ou la ligne de RJF ou la ligne... peut-être la ligne de Pour, quand même. Je ne sais pas. Bon. Alors, je vais commencer par une petite citation, parce que finalement, ça peut être un sujet très technique, mais ça peut être aussi un sujet très politique. En fait, le sujet, il est très politique, puisqu'on s'aperçoit que, finalement, s'il y a eu enfin une décision, et il faut quand même la saluer, même si on peut en diminuer, selon son opinion, l'intérêt, ce projet existe. Et je commence par cette citation, mais malheureusement, on la voit pas bien. Si nul ne sait ce qu'est vraiment la démocratie, en revanche, beaucoup savent ce qu'elle n'est pas. Et ça, c'est un monsieur, un économiste français qui malheureusement est décédé et qui était journaliste au départ et qui a mis au point le concept de la France-Afrique, avec l'exploitation par la France de tous les pays africains. Et cet épigraphe, en fait, il figure sur un bouquin de Alain Deneau, qui est un philosophe canadien, et qui a écrit beaucoup de bouquins sur l'évasion fiscale, et notamment ce bouquin-là, c'est Paradis fiscaux, la filière canadienne, Barbade, Caïmans, Bahamas, Nouvelle-Écosse et Ontario. Et en fait, si on va, non pas dans la technique, mais dans la philosophie de ce projet d'accord, qu'on présente souvent chez nos politiques néolibéraux comme un accord, mais en fait, il y a tellement de choses sur lesquelles il va falloir maintenant se mettre d'accord qu'on pourrait plutôt dire que c'est un projet d'accord. Et on va voir qu'il y a véritablement quelques problèmes démocratiques sur lesquels on s'est intéressé d'ailleurs chez Attac l'année dernière ou il y a 2 ans. On commence à s'y intéresser aussi, à débattre chez Pour. Et finalement, on s'aperçoit qu'on va devoir beaucoup réfléchir par rapport à ceux qui savent ce que n'est pas la démocratie et qui ont du pouvoir. Alors, après, ce que je voudrais dire, c'est que pendant qu'on parle de tous ces sujets, le compteur de l'évasion fiscale, il tourne. Donc, il y a un site qui s'appelle le compteur de l'évasion fiscale sur pour.press où on voit défiler 30 milliards par an, 100 milliards par an en France, 1000 milliards au sein de l'Union européenne, et ça défile. On pourrait calculer au bout de notre petite séance de ce soir combien ça représente.
Et je ne vais pas vous imposer toute cette table des matières, mais souvent on a des nobles assemblées avec des spécialistes, des techniciens, des avocats fiscalistes, des experts, etc., etc. Mais on oublie une chose, et finalement on a des discussions un petit peu de salon, mais c'est que l'évasion fiscale, c'est d'abord une question de violence. C'est d'abord une question de violence. On voit les ravages que ça fait dans les pays dits en voie de développement. Dans les pays développés comme la Belgique, la France et compagnie, on a pu voir, à l'occasion de la pandémie, à quel point les politiques néolibérales et l'évasion fiscale a contribué à nous mettre dans des situations sanitaires vraiment difficiles, confère la situation dans les hôpitaux, etc. Et donc ça, il ne faut pas l'oublier et toujours avoir à l'esprit, moi systématiquement quand on me demande d'intervenir, je mets ça. L'évasion fiscale, c'est d'abord une question de violence. Et c'est pas une question technique. Et d'ailleurs, les États-Unis ont montré que ce sont eux qui ont imposé la décision. Après, avec l'arrivée du nouveau président Biden, ce sont eux qui ont imposé finalement ce projet d'accord. Sans eux, rien ne se passait. Voilà. Donc c'est pour ça que je voudrais insister sur 2-3 points, 4-5. Donc vous m'excusez, je fais défiler le truc. Ah oui, il y a une chose. Les taux nominaux, là on parle d'un taux de 15% auquel vont être soumises les multinationales. Ce qu'il faut savoir, c'est que 15%, c'est bien en dessous du taux moyen mondial actuel, taux, comme on dit, nominal, facial, dans le monde entier. Donc c'est déjà un truc qui n'est pas ambitieux. C'est pour ça qu'il y a des économistes comme Piketty qui disent que c'est un véritable permis de frauder. Je reprends ces termes. Biden avait proposé 21%. Mais comme il a eu du mal aux États-Unis à faire passer sa réforme fiscale, puisqu'il voulait augmenter les impôts de mémoire autour de 28%, après que Trump les ait fait passer de 35 à 21, je crois, eh bien, le fait qu'il n'ait pas pu imposer ça au Congrès, où il lui manque quelques voix pour passer ça, alors qu'il proposait 21% pour les multinationales, eh ben, cote mal taillée, c'est pas le résultat de savant calcul, il a proposé 15. Voilà. Et donc là, vous voyez la courbe, la courbe d'évolution historique, il suffit de regarder la courbe, de l'impôt société, du taux d'impôt société qui se casse la gueule, mais vraiment bien, et puis vous voyez la courbe de l'impôt indirect principal qui est le taux de TVA. Donc vous voyez que sur une longue période, le taux de TVA que le consommateur paye, il ne cesse d'augmenter, et puis le taux d'impôt société, il baisse. Donc ça, faut quand même, c'est le contexte, faut quand même l'avoir en tête. Bon, ça, on passe. Alors, ça, c'est un truc important. Léla vous a parlé qu'il y avait, dans le pilier 1, le pilier 2, il y avait, pour le pilier 1, c'est un peu technique ça, il y avait les 100 premières entreprises mondiales, grosso modo, je crois que c'est les boîtes qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 2000 milliards, c'est ça, et puis, dans le pilier 2, c'est 750 millions. Mais il y a eu une étude hyper intéressante dont on n'a pas beaucoup parlé, qui a été faite en 2011 par des mathématiciens de l'université de Polytechnique Zurich, qui a montré que la concentration de l'activité économique était énorme. Ils ont étudié 43 000 firmes. 737 sociétés transnationales détiennent 80% de la richesse totale des 43 000 entreprises de l'échantillon. Et parmi les 50 premières, à l'exception de 3, de 2, toutes les autres sont des sociétés financières, banques, fonds d'investissement, assurances. Donc, quand on dit que dans le pilier 1,
eh bien, on exclut, si je ne dis pas de conneries, les services financiers sans qu'on ait jusqu'à présent la nomenclature exacte de tout ce qu'on inclut là-dedans, eh bien, il faut savoir que les 50 premières, moins 2, ben, elles sont concernées par cette exemption. Donc, en fait, ce que l'on peut dire, c'est que... Je n'ai même pas déclenché le chronomètre, donc il faut me retenir si je suis trop long. Ce qu'on peut dire, c'est que maintenant, il y a une catégorie d'entreprises, je pense que c'est ça qu'il faut retenir, il y a une catégorie d'entreprises, certaines multinationales, même pas toutes les multinationales, qui sont taxables au niveau mondial. Par opposition à tous les autres sujets économiques qui peuvent être taxés, que ce soit les PME, les grosses PME, le citoyen lambda, etc., qui, eux, sont soumis, parce qu'ils sont captifs, ils sont soumis à l'impôt du pays dans lequel ils résident, pour simplifier. Donc il faut vraiment avoir en tête cette hyperconcentration. Malheureusement, cette étude n'a pas été actualisée depuis 2011, mais bon, on peut, sans trop de crainte de se tromper, ah ben merde, je ne sais plus, voilà, penser que la concentration a encore augmenté. Alors là, il faut aussi insister là-dessus, et ça c'est pas technique, c'est qu'on vit dans un système où la libre circulation des capitaux et la concurrence libre et non faussée, comme on dit, elle est absolue. Et donc, ça a été mis en place, notamment au sein de l'Union européenne, sans que le citoyen voit vraiment passer les choses, sans aucune contrepartie fiscale, sans aucune contrepartie sociale, et sans aucune contrepartie environnementale. Et ça, c'est pour ça qu'on a essayé de trouver une image, c'est un peu comme vous avez le flot des capitaux, là, qui circule librement. OK ? Et c'est comme un barrage il ploie sous la puissance de ces flots. Parce que, finalement, c'est très bien la circulation des libres capitaux. S'il y a 1 milliard qui passe de Belgique au Luxembourg, avec tous les moyens informatiques, numériques qu'on a, il suffit de savoir si ce milliard, d'où il vient, c'est quoi exactement, et puis est-ce qu'il a été taxé comme il aurait dû être taxé, et le truc, les capitaux peuvent circuler, mais c'est pas le cas. Donc ça, c'est un truc que je voulais porter à votre connaissance. Après, mais Léla en a déjà parlé, je voudrais simplement y revenir, c'est que tout ça s'est fait dans le cadre d'une certaine logique. Et cette logique... Alors, je vous donnerai la présentation. Si vous laissez vos adresses mail, je vous enverrai la présentation. Ouais. C'est une logique de puissant. C'est-à-dire que le pays qui est le plus en pointe au niveau des multinationales, les États-Unis, et qui finalement les protège bien, eh bien c'est lui qui a réussi à finalement faire accepter ce projet. L'Union européenne a été complètement absente. C'est vrai qu'elle n'a pas vocation à, compte tenu de la nécessité d'avoir l'unanimité pour les questions fiscales, mais bon, personne ne l'empêche d'émettre des avis. Elle était particulièrement timorée, puisque je crois qu'elle proposait un taux de 12,5 ou un truc comme ça. Donc à côté 15, Biden, c'était révolutionnaire. Donc voilà, bon, je plaisante, mais vous savez qu'il a été 37 ans sénateur du Delaware, un célèbre paradis fiscal. On ne sait pas s'il a contribué à faire des réformes fiscales vraiment puissantes. On ne croit pas. Alors, il y a, par rapport à ce que Léla vous a expliqué, finalement, je crois que c'est dans le pilier 2, tu me corriges si je dis une bêtise, non, c'est dans le pilier 1, les États, et notamment les pays en développement, ils se voient accorder, on pourrait presque dire tel est mon bon plaisir, des droits
sorte de droit d'impôt. Hein? Alors, c'est quand même curieux, parce que normalement, un État, il est souverain au niveau fiscal. Et donc, ça a valu, ça a été publié dans des publications du CETRI. J'ai oublié le nom, mais c'est dans de la personne qui l'a fait, mais c'est mentionné dans la présentation. Il cite le gouvernement philippin, qui est tout sauf démocrate, mais s'il était démocrate, le gouvernement philippin pourrait dire la même chose. C'est-à-dire, ben, attendez, vous êtes bien gentil, mais nous on croyait, avec notre constitution, avec notre congrès, que c'est nous qui décidions de l'imposition des sociétés qui sont sur notre sol. Eh ben non, ils ont découvert que c'était pas le cas. Et donc, comme Léla l'a dit, eh bien, j'ai l'impression que je tape trop sur la table. Ouais, mais faut me le dire. J'ai l'impression, comme Léla l'a dit, il y a quand même des pays en voie de développement qui, n'ont pas souscrit au projet d'accord, qui, deux, quelquefois ont souscrit aussi au projet d'accord, mais qui sont quand même très, très inquiets sur la manière dont on va leur donner, les miettes, quoi. Hein. Et ça, c'est quand même une logique de puissant qui a prévalu pour aboutir à ce projet d'accord. Je rappelle que c'est toujours une question de violence, hein, et ils en savent quelque chose, les pays en question qui sont soumis au programme de la Banque mondiale, du FMI, etc., etc. Alors, il y a également une confrontation, et là aussi le CETRI a fait beaucoup de boulot là-dessus, une confrontation qui n'est pas forcément très apparente entre la Chine et les USA. Parce que finalement, sans faire de la politique internationale de café du commerce, bah, les États-Unis ont quand même intérêt à fédérer leurs alliés entre guillemets, hein, enfin leurs alliés déclarés, par rapport à la rivalité qui s'instaure de plus en plus et qui est de plus en plus forte avec la Chine. Et finalement, la Chine a signé l'accord. Hein. Et vous verrez dans le détail de la présentation que finalement, on peut se demander aussi si un certain nombre d'intérêts ne se sont pas rejoints et puis finalement aboutissent à cet accord qui n'en est qu'à ses prémices. Et on va en parler maintenant. En disant que le titre, des tricotages déjà entamés au nom d'une même logique de puissant. Puisqu'en fait, on s'aperçoit, comme l'a dit Léla, qu'il y a des dérogations d'ores et déjà qui sont prévues. Donc on parle pour le pilier, je crois que c'est le pilier 1, on parle d'exclure, comme on l'a déjà dit, les services financiers, les industries extractives et minières, donc ça fait déjà quand même beaucoup. Et le nouveau système, le projet de système ne s'appliquera pas. Et puis, donc ça je dis, oui. Alors, selon les lectures qu'on peut faire, moi, peut-être que toi tu as plus d'informations, on parle d'une exclusion éventuelle du transport maritime international. Pour la Chine, c'est très important, hein, avec tout ce qui pays usines de l'Occident. Mais je n'ai pas pu déterminer si c'était un truc définitif ou pas. Et puis, la même chose se produit à propos du secteur du médicament et de la pharmacie. Et puis, il y a une autre manière un autre point sur lequel il faut être attentif, c'est que le projet d'accord parle d'un taux de 15% effectif. Mais c'est quoi un taux de 15% effectif? On sait ce que c'est qu'un taux nominal, facial, comme on dit, de 15%, mais effectif. Par exemple, le taux nominal de l'impôt en Irlande,
célèbre paradis fiscal au sein de l'Union européenne, il est de 12,5%. Mais les multinationales qui sont implantées là-bas, le taux effectif de taxation, il est de 4%. Voilà. Donc, derrière tout ça, après, quand on parle, comme dirait l'autre, la bataille des taux, hein, on s'est battu sur le taux de 15%. Biden proposait au départ 21%. Mais ça va donner quoi dans la réalité? Alors si effectivement, comme c'est écrit, le taux de 15% est effectif, ok. Mais s'il n'est pas effectif, est-ce que ça va... On va connaître un truc comme en Irlande, où le taux nominal, il est de 12,5 et le taux effectif de 4. Donc c'est un vrai problème. Et quand on parle de ça, on parle en fait de la bataille qui commence à s'instaurer sur les bases taxables. Un taux d'impôt, ça s'applique à une base taxable. Et donc, si on prend l'exemple de la Suisse, c'est un paradis fiscal. Le taux d'impôt société fédéral en Suisse, il est de 8,5. Il n'est pas élevé, hein. Et puis, la Suisse, c'est compliqué, c'est une confédération. Il y a un taux d'impôt société par canton et par commune. Mais sur les 26 cantons de Suisse, paradis fiscal, il y en a 18 ou 19 qui, globalement, en faisant la somme de tous les taux, ont un taux inférieur aux 15%. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire, les Suisses? Ils vont dire, en prenant l'accord, deux solutions. Soit on reste à 8,5%, notamment dans les cantons, parce qu'il y en a quelques-uns où il n'y a pas d'impôt du tout. Et c'est là, en général, qu'on trouve beaucoup de multinationales. Ils vont se dire, on reste à 8,5%, mais l'écart entre 8,5 et 15 avec la future loi, ça va partir ailleurs que chez nous. Alors, ils se disent, on va se mettre à 15. Oui, mais enfin, quand même, c'est emmerdant pour les multinationales qui sont implantées là. Alors, qu'est-ce qu'ils commencent à faire? Ils le disent, ils mettent en place des systèmes de compensation. C'est quoi les systèmes de compensation? Ils vont dire, on donne un crédit d'impôt, on trouve un truc pour diminuer la base taxable. Et donc, il y a toujours des échappatoires. C'est pour ça que vous avez des armées de fiscalistes qui, évidemment, vont chercher à s'engouffrer dans les brèches. Et ça vous montre aussi la difficulté de véritablement savoir où on va atterrir avec un truc comme ça. En sachant qu'on doit garder à l'esprit que d'ores et déjà, et ça c'est une révolution, il y a donc une certaine catégorie de contribuables sociétés, entreprises, qui ne peuvent être imposés que mondialement. C'est quand même quelque chose, hein. Et ça c'est une sacrée innovation. Bon, après... Alors, oui, on a vu pas mal d'écrits, parce que notamment en France, moi je suis français, le ministre des Finances, il a expliqué que c'était l'accord du siècle, etc., etc. Vraiment... mais est-ce que c'est la fin de la concurrence fiscale? Non, évidemment pas. Même des gens qui soutiennent tout à fait le projet, ils disent non, c'est un début d'encadrement. Hein. Et puis, il y a quand même le risque qu'il y ait une course vers le bas, parce que 15%, c'est quand même un taux relativement faible. Donc, vous pourrez voir, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, mais moi je serai mort, vous pourrez voir que la courbe du taux d'impôt société, aussi bien nominal que effectif, elle continue à baisser. Mais que la courbe de TVA, elle, je ne pense pas qu'elle baissera de la même façon. Bon, voilà. Alors, il y a un truc que je voudrais vous dire, ça je ne résiste pas, c'est que il y a Suzanne Georges, qui est une des fondatrices de Attac. Hein. Suzanne Georges, qui est un auteur, un écrivain américain qui est devenu française. Elle a la double nationalité, elle a 87 ans maintenant. Elle a écrit beaucoup de bouquins. Et elle a écrit 2 bouquins, plusieurs, hein, mais 2 d'entre eux, c'est en 1999, le rapport Lugano 1.
12 ans après, elle écrit le rapport Lugano 2, cette fois en finir avec la démocratie. Et qu'est-ce qu'elle raconte dans ce bouquin? C'est une fiction. Elle imagine les puissants de ce monde, patrons de gouvernement, patrons de multinationales, demander à un comité d'experts des recommandations pour, comment dirais-je, pérenniser le système néolibéral, capitaliste néolibéral. Et donc elle leur fait dire des trucs incroyables, notamment en disant, écoutez, il faut quand même être prudent si vous voulez pérenniser. Donc on pourrait imaginer, là c'est un peu de la provoque, je vous l'accorde, mais on pourrait imaginer que le comité d'experts en question ait pu proposer ce type de nouveau système de taxation. Bon, alors j'ai l'air d'assassiner le système. Je reconnais qu'il a le mérite d'exister. Et même des gens comme Alain Deneau, dont on parlait tout à l'heure, il a écrit un article en disant oui, il y a plein de raisons de le critiquer, mais il existe et c'est quand même un début d'avancée, quoi. Bon, la suite, je vous en ai parlé. Ah oui, alors, qu'est-ce qui va faire qu'une fois que ça tournera, comment on va contrôler les effets de tout ça? Bah, déjà, on va voir si, comme on dit, les investissements à l'étranger, l'acronyme c'est IDE, bah, est-ce qu'ils vont diminuer ou est-ce qu'ils réellement? Alors s'ils diminuent, c'est un bon indicateur. Mais si les îles Caïmans, le Luxembourg, le Delaware, qui sont minuscules, ça continue à être des centres financiers internationaux, alors ça voudra dire que le nouveau système n'a pas d'effet. Le deuxième point, c'est que on devrait normalement constater, par rapport à ce qu'on connaît maintenant, une évolution des recettes fiscales à la hausse dans les États qui vont bénéficier de choses dont ils ne bénéficiaient pas jusqu'à présent. Et puis, moi, il y a un troisième indicateur que je rajoute, parce que c'est un peu une marotte, c'est que tous ces organisateurs de l'évasion fiscale, les fameux cabinets d'audit, les Big Four, qui sont 1 150 000 dans le monde, et près de 300 000 fiscalistes, eh bien, ils ont des effectifs absolument, non seulement énormes, ils sont implantés dans tous les paradis fiscaux. Là, vous pouvez voir, l'île de Man, Luxembourg, Aruba, qu'est-ce qu'ils foutent là? Ils ont des effectifs totaux, 525 dans l'île de Man, vous vous rendez compte? 7519 au Luxembourg, ils devraient être 250. Donc, normalement, s'il y a vraiment un progrès, ces effectifs-là vont diminuer. Et si les paradis fiscaux confidentiels comme l'île de Man, etc., tout petits, finalement, ils s'alignent sur 15%, alors on aura peut-être des déplacements d'effectifs organisateurs de l'évasion fiscale légale certaines fois, mais toujours illégitime. On verra peut-être certains de ces effectifs se déplacer, par exemple, de l'île de Man au Luxembourg. D'ailleurs, ils les ont direct en ce moment par avion entre l'île de Man et Luxembourg. Et aussi avec Jersey-Guernesey. Donc voilà, ça c'est un autre indicateur. Et puis je voudrais vous montrer aussi, histoire de vous donner le moral, que là on s'est amusé à faire la ligne du temps de l'évolution de ces organisateurs, des effectifs de ces organisateurs de l'évasion fiscale. Vous voyez, en 2006, ils étaient 600 000. Vous allez à l'autre bout du truc, mais malheureusement, vous ne le voyez pas, ils sont 1 150 000. D'accord? Et puis vous avez, et vous le verrez dans le document que je vous enverrai, vous voyez toutes les grandes déclarations, les grandes décisions et tous les leaks qui se sont produits sur une période de presque 20 ans. Et vous voyez que les leaks n'ont rien finalement, n'ont pas eu d'effet. Hein. Les fameux LuxLeaks avec le jeune, j'ai oublié son nom, là, lanceur d'alerte, c'est comme si ça n'a rien fait du tout aux organisateurs de l'évasion fiscale au Luxembourg. Ils devraient être 200, ils n'ont rien à foutre là. Et dans ce genre de boîte, on travaille. Hein. On travaille beaucoup. Hein.
Donc ils ont du boulot. Bah oui, voilà. Alors, ça, ah oui, ça c'est bon. Ça, il faut toujours contrôler les effets. Alors ça, écoutez, ça fait 2 ans, non, 1 an et demi, on essaye chez Attac, chez Pour et compagnie, on essaye de savoir ce que c'est 172 milliards, je crois que ça fait 36% du PIB belge, qui correspondent à des virements effectués par 730 entreprises belges, pas une de plus. Virements de plus de, je crois, c'est 100 000 euros en 1 an, vers 30 paradis fiscaux. Or, paradis fiscaux de l'Union européenne, vous trouvez en tête, alors je crois qu'il y a les îles Vierges britanniques, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, les Émirats arabes unis et tout ça. Alors, évidemment, c'est pas que de l'évasion fiscale. Il y a certainement du pognon qui part, notamment là où il y a du gaz, au Turkménistan, en Ouzbékistan, pour des projets d'extraction, etc., etc. Mais il y a aussi, là-dedans, des flux financiers qui ne correspondent pas à une activité économique réelle. Eh bien, on ne sait pas ce que ça recouvre. On ne sait pas. Et d'ailleurs, nos représentants, ceux qu'on élit, ils ne savent pas non plus. Hein. Et l'administration fiscale, elle ne fait pas de rapport sur ces chiffres. Alors que, merde, le citoyen, il devrait quand même être informé de ce que ça recouvre. Eh ben non. Mais 36% du PIB, vous vous rendez compte, ça a même atteint 42%. Il suffirait, et ça Piketty, il insiste beaucoup là-dessus, que toutes les administrations fiscales communiquent une batterie d'indicateurs, comme on dit dans les multinationales, et d'ailleurs, à la limite, on pourrait demander au Big Four de nous aider à faire cette batterie d'indicateurs. Ben, qui paye l'impôt? Les PME, elles payent combien par rapport aux multinationales? Les gens qui ont 10 millions de patrimoine, ils payent combien par rapport à ceux qui n'ont pas de patrimoine et tout ça? Vous n'avez pas ce genre d'indicateur. Vous ne savez pas en tant que citoyen. Et ben là, on ne sait pas non plus. C'est quand même pas mal. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ce chiffre, il est sorti, nous sommes en 2021, en mars-avril 2020, relativement aux déclarations faites en 2019. Mais, donc moi je m'attendais à ce qu'on trouve en mars-avril 2021 la même information pour l'année 2020 de déclaration. Eh bien, sauf à ce que je me sois trompé et que ça m'ait échappé, mais j'ai vraiment cherché activement, cette information-là, cette année, n'est pas publiée. Pourquoi? J'en sais rien. Mais ce sont des sommes considérables. Et donc, il n'est pas normal que le citoyen ne soit pas au courant de ce genre d'informations. Je vais terminer parce que je crois que je ne suis pas loin. Hein. Alors là, il y a un truc. Contrôler aussi le projet futur, hein, quand il sera opérationnel. Là, on revient sur la Belgique et notamment sur Bruxelles. Eh bien, le procureur général de Bruxelles, il a déclaré il y a c'est pas vieux, hein, c'est début septembre, qu'à Bruxelles, le nombre de dossiers judiciaires financiers traités sera limité. Il n'y a pas assez d'effectifs, il n'y a pas assez de gens compétents. Et donc, voilà, il y a des dossiers financiers qui seront... Et le monsieur en question, il s'appelle Johan de Mul, c'est le procureur général à l'intérieur du collège des procureurs généraux de Belgique, chargé des affaires financières et fiscales. Donc c'est quand même intéressant. Et puis, alors je vous passe la dernière, et je m'arrête. Il y a eu, 25 septembre, donc c'est tout frais, le juge Claise, bien connu, qui est aussi écrivain, juge d'instruction, en matière financière. Alors lui, il n'y veut pas de main morte. Il dit, ce qui se passe, c'est une forme de terrorisme financier, une bombe qui explose tous les jours. C'est lui qui le dit. Hein. Et il relaye les propos du procureur général en disant, écoutez, il y a 30,4 milliards d'évasion fiscale chaque année en Belgique, et on dirait que ça n'intéresse personne. Et il allume les politiques. Parce qu'effectivement, les politiques, les gouvernants, ceux qui sont en charge, ils ont une immense responsabilité. Alors, ils nous parlent souvent de la séparation judiciaire-exécutif, mais c'est quand même eux qui votent les moyens de la justice. Hein. Apparemment, ils ne les votent pas. Hein. Donc, voilà.
Bon, il y a plein d'autres choses à dire. Vous verrez tout ça dans la présentation. Mais pour conclure, il y a des propositions qui sont faites pour aller plus loin, notamment de Thomas Piketty, l'économiste. Hein, c'est dans le truc, là. C'est pas un révolutionnaire, hein, Piketty. Il est plutôt, comment dirais-je, pro-Europe, pro-Europe fédérale, etc., etc. Mais il tape fort en disant qu'il faut aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Et il rappelle d'ailleurs que si on taxait, je ne me souviens plus si vous le trouvez là-dedans, si on taxait les patrimoines au niveau mondial à hauteur de 2%, ça rapporterait une somme absolument considérable. Voilà, je m'arrête. Merci Christian et merci Léla. Je vais vous passer la parole à la salle alors, si vous avez des questions ou une intervention à faire. Le temps que vous réfléchissiez, j'ai peut-être une question par rapport à l'accord. Je sais pas en fait s'il y a une évaluation du rôle que peuvent avoir les États qui taxent très faiblement les multinationales, par exemple l'Irlande, etc. C'est quoi exactement qui peut les contraindre à accepter le projet d'accord, qui n'est pas très contraignant pour eux vu que ce serait augmenter que de 1 ou 2% le taux actuel? Quels seraient les moyens de les contraindre ou quels seraient les moyens de les convaincre d'augmenter le taux? Est-ce qu'il y a, par exemple, je ne connais pas en détail, mais est-ce qu'il y aurait par exemple des compensations pour les États pour les convaincre d'accepter cette hausse du taux d'impôt au niveau mondial? Et plus largement, c'est quoi leur pouvoir de nuisance? Parce qu'au final, on ne va pas déclarer la guerre à l'Irlande, donc jusqu'où ils pourraient aller pour bloquer des avancées même ultérieurement pour une plus grande taxation au niveau mondial? Moi, j'ai lu. Vas-y. Non, vas-y. Moi, j'ai lu de plus. Ah oui. Il t'emmerde ce que c'est. J'ai lu plusieurs trucs là-dessus. Notamment en même temps, je me remémore. Je ne sais plus si c'est Piketty ou un autre. Bref, ils disent, ou c'est plutôt Denot qui dit, finalement, l'Union européenne, par rapport à l'Irlande et par rapport aux autres paradis fiscaux intra-Union européenne que sont Chypre, Malte, les Pays-Bas, et ainsi de suite, l'Europe tolère ça sans rien faire. Donc, là-dessus, il y en a qui disent, 2-3 journalistes, mais j'ai plus les noms, de toute façon, l'Irlande, elle va s'aligner. Elle n'a pas signé, mais elle va s'aligner. Parce que, pour une raison bien simple, c'est que les États-Unis vont lui dire, tu t'alignes. Donc, on est d'accord ou pas d'accord avec cette interprétation-là? Moi, j'ai plutôt tendance à le croire. Donc l'alignement, pour ceux qui disent ça, l'alignement de l'Irlande, elle viendrait plutôt de la part de la pression des États-Unis. Ça, c'est une chose. Et puis après, finalement, si on prend l'exemple de la Suisse dont on a parlé tout à l'heure, on peut le reproduire avec l'Irlande. Hein. C'est toujours la question de, bon, allez, on est propre, je fais l'avocat du diable, hein, on est propre, donc on est à 12,5, on va se mettre à 15. OK? Mais à 12,5, on est à 4 pour les multinationales. Donc, on va se mettre à 15, et puis, comme le fait la Suisse, c'est pas encore en œuvre, mais ils commencent à réfléchir, hein, c'est public, hein. On va peut-être pouvoir envisager des mesures de compensation, comme on dit. Donc toucher à des choses qui permettront, hyper compliquées, qui permettront de réduire la base taxable. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que quand on va sur le site des Big Four, c'est toujours les mêmes. Mais quelquefois, ils commentent un peu. Et donc, ils expliquent
que le projet de l'OCDE, BEP, BEPS 1, BEPS 2, ça leur a donné beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot. Et là, ça va être pareil, parce qu'il faut étudier tout ça. Et puis, identifier les moyens de passer entre les mailles du filet. Et c'est là qu'on se dit, mais les responsables politiques qui ont entériné cette libre circulation absolue des capitaux, sans contrepartie fiscale, sociale et environnementale, ils ont pris une responsabilité considérable, puisque finalement, ça devient ingérable. Et finalement, ceux qui imposent leur point de vue, c'est les plus grandes multinationales. D'ailleurs, Biden, il les protège bien, ces multinationales. Bien sûr. Hein. Comme la Chine de son côté. Hein. Donc, voilà. Je crois que ça, c'est vraiment important. Il y a une catégorie d'entreprises qui, maintenant, est passible, entre guillemets, d'un impôt mondial. Voilà. Ah oui, pardon. Tu veux réagir toujours sur le même sujet Non, mais de toute façon, je crois que c'est justement un des éléments qui, moi, m'intéresse de suivre, c'est voir justement cette histoire des compensations ou pas, parce que c'est clair qu'il y aura un argument de négociation et il faudra voir sur ces points-là, au niveau des compensations, par exemple, quel sera l'accord. Les compensations, c'est les dérogations par rapport à leurs entreprises ou c'est les... Oui, c'est ce que j'ai tenté d'expliquer tout à l'heure pour la Suisse. La créativité en matière fiscale, elle est terrifiante. Et finalement, essayez une fois, hein, vous allez sur le site, par exemple, il est bien connu, d'un des Big Four, PwC. Vous tapez... je ne sais plus le truc, et vous allez avoir défilé, mais vous en avez pour 3 heures, hein, toutes les législations fiscales, pays par pays, les Barbades, etc., dans le plus grand détail. D'ailleurs, quand on s'est adressé au Parlement européen, en tant qu'attaque, pour demander, mais dites donc, c'est les 172 milliards là, qui filent... on sait bien que ce n'est pas que de l'évasion fiscale. Mais on voudrait savoir. Eh ben on a reçu une réponse d'un comment appelle-t-on ça, un attaché parlementaire européen qui nous a dit ah ben voilà, il n'a pas su nous répondre, mais et je lui demandais s'il y avait une même loi dans les autres pays que la Belgique qui impose cette déclaration de la part des entreprises. Ah, il m'a dit, je ne crois pas. Et il dit, regardez, nous sommes renseignés sur le site de PwC. Donc, ces gens-là, ils détiennent la compétence. Hein. Ils détiennent la compétence, notamment par rapport à nos propres administrations fiscales. Et comme ces administrations fiscales nationales, il y a eu une enquête de l'OCDE d'ailleurs qui a été faite de ça, voient leurs moyens, au fur et à mesure, diminuer, de l'autre côté, vous avez vu les effectifs. Les moyens augmentent. Et les moyens des administrations fiscales nationales, ce n'est pas seulement les grandes boîtes. C'est aussi toutes les PME, tous les indépendants, tous les salariés. Tandis que eux, ils sont concentrés sur quoi? Ils sont concentrés sur les grandes boîtes. Bon, petit à petit, maintenant, comme diraient les conseils, hein, la barrière d'entrée... comme ils industrialisent leur système, maintenant il y a des grosses PME peut-être qui peuvent se payer leurs services. Mais, en tant que personnes physiques, ils ont des très 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 gros revenus. C'est tout. D'ailleurs, là, on parle, ce projet, on parle du gratin des multinationales. D'accord? Mais on ne parle pas du gratin des particuliers, hein. Parce que là, on peut espérer entre guillemets, un nivellement par le bas autour de 15%, y compris dans des paradis fiscaux, pour les entreprises concernées. Mais les riches particuliers, les paradis fiscaux, ça va continuer à exister. Hein. Ça va continuer à exister. Et donc, il y a sans doute l'OCDE qui devrait se préoccuper
mais elle peut travailler techniquement. Mais les gouvernants, ils doivent se préoccuper aussi de toute cette tranche extrêmement faible de la population, je ne sais pas, 1%, moi, 0,5% de la population mondiale, qui détient un pourcentage extraordinaire de la richesse mondiale. Et ça, pour l'instant, c'est pas traité. C'est pas traité. Si vous avez un passeport, il n'y a pas de problème. Hein. Si vous avez 1,5 million à dépenser, vous pouvez avoir 3 passeports, à peu près. Hein. Dont des passeports européens. Vous êtes belge, vous en achetez un à 500 000 euros à Malte, un autre à Chypre. Il ne faut pas oublier que, de mémoire, hein, on a fait une vidéo là-dessus, un article, 2,5% du PIB de Malte, c'est de la vente de citoyenneté. De la vente de citoyenneté. Donc vous achetez, vous êtes riche, vous achetez 500 000. C'est quand même plus simple d'avoir 2 passeports. Hein. Ça peut aider pour, justement, en tant que particulier, pour faire de l'évasion fiscale. Bah, d'ailleurs, franchement, si vous avez du pognon, il faudrait vraiment être con pour frauder quand vous pouvez vous évader en toute sécurité. Hein. Donc la fraude, d'une certaine manière, si on est provoquant encore un peu plus, c'est l'évasion du pauvre. Hein. En tout cas, c'est l'évasion de celui qui ne peut pas se permettre de faire de l'évasion fiscale, comme dirait l'autre, légale mais profondément illégitime. Bon, ce n'est pas une question, c'est une information et une demande de réaction de votre part. J'ai lu tout récemment, pour voir cette actualité, j'ai lu tout récemment une déclaration de Julian Assange, en 2011. Qui a Julian Assange déclarait en 2011 que une des dimensions du fait qu'aux États-Unis, qu'en Afghanistan, l'occupation américaine ne visait pas à régler le problème, mais à le faire perdurer, c'était que l'Afghanistan pouvait être un réceptacle d'évasion fiscale des firmes américaines. Voilà, j'ai lu ça, je ne suis pas spécialiste dans la question, mais je pense que ça devrait vous intéresser. Bah, écoute, Paul, j'avoue ne pas savoir, donc, mais je vais chercher. Hein. Bon, bah, de toute façon, qu'il y ait de l'argent sale qui circule là-bas, avec toute la production, comment appelle-t-on ça l'opium, etc., etc. Donc, c'est quand même un gros producteur, hein, si je ne dis pas de bêtises, l'Afghanistan. Mais bon, je vais regarder. J'ai vraiment aucune information pour ma part sur ça. Donc, je vous livre l'info. Merci. C'est par rapport aux négociations sur les exceptions du domaine financier, du domaine extractif, listé minier. Comment est-ce qu'ils ont justifié ces exceptions-là dans les discussions qu'il y a eu et aussi, ma question, c'est si on fait des exceptions sur les domaines financiers, qu'est-ce qui reste réellement comme entreprise qui peut être taxée? Parce que, par exemple, on regarde les grosses multinationales du numérique comme Google, Facebook et tout ça, elles appartiennent, pas en majorité, mais une grosse part à PetRock et à d'autres gros fonds d'investissement. Si jamais eux sont exemptés, qu'est-ce qui reste réellement comme possibilité de taxer sur énormément d'entreprises? Voilà, c'est les petites questions. D'accord. Une partie que tu as déjà répondu, mais Oui. au niveau du secteur financier et extractif, l'exception au niveau du secteur financier, ça a été un cadeau à la City de Londres, donc ça a été assez clair. Et au niveau du secteur extractif et minier, j'imagine que ça a dû être un des thèmes dont certains pays producteurs auront certainement exigé. Moi, je n'ai pas plus d'informations. Bon, j'ai pas énormément d'informations là-dessus. Finalement, on croit toujours que tout ça est scientifique, mais c'est aussi de la négociation diplomatique. Hein. Donc j'ai lu que sur l'exemption pilier 1, hein, c'est ça, des services financiers dont on attend de connaître la liste exacte, eh bien c'est la City de Londres qui a été le groupe de pression le plus fort. Et que pour les industries extractives et minières, c'est le Canada qui aurait été également, mais c'est pas surprenant, surtout quand on a lu les bouquins d'Alain Deneau, qui a vraiment détaillé la question. Le Canada a joué un rôle
sur ce qu'on lit, majeur. Bon, sans doute soutenu par les États-Unis, hein, évidemment. Mais bon, voilà. Donc il n'y a pas une règle mathématique qui fait on ne l'exclut pas. Pour ça, c'est une sorte de rapport de force hein, qui s'établit. Et puis, in fine, bah, voilà. Amazon, lui, il a une particularité. C'est que, tu me corriges si je dis une connerie, c'est le pilier 1. Le pilier 1 prévoit que les 100 plus grandes entreprises transnationales ou multinationales, comme vous voulez, eh bien, elles vont, qui dépassent un taux de rentabilité de 10%, les 10% étant mesurés rapport entre le résultat avant impôt et le chiffre d'affaires, eh bien, l'excédent, au-delà de 10%, donnera droit au pays consommateur, comme on dit, à un droit de taxation à hauteur de 20 à 30% du bénéfice excédentaire au-delà des 10%. OK ? Alors Amazon, pour en revenir à elle, Amazon elle a une particularité, c'est qu'elle conquiert des parts de marché, notamment par rapport aux petits détaillants individuels du commerce, etc., en comprimant ses marges. Donc elle joue sur le volume et elle comprime ses marges. Donc elle, d'après ce qu'on lit encore, hein, elle semble devoir être pas concernée par le pilier 1 parce que ses marges sont inférieures, enfin son taux de rentabilité est inférieur à 10%. Et d'ailleurs, le patron d'Amazon, il a fait des déclarations, hein. Il s'est félicité de ce projet d'accord, il n'y a pas de problème. Hein. Parce que on peut leur mettre une médaille. Voilà. On a répondu à ta question ? Alors, comment ça se passe hein, ça, on ne sait pas. On voudrait bien être petite souris pour voir comment ça se passe. Voilà. D'ailleurs, au niveau de l'Union européenne, est-ce que ça se passe entre chefs d'État qui sont dans le Conseil européen ? Est-ce que c'est Charles Michel, qui est le président du Conseil européen, qui vient, mais je ne crois pas qu'il soit investi pour ça. Hein, donc, je sais pas. Comment l'Union européenne, finalement, fait-elle valoir son point de vue ? Bah, alors, on pourrait imaginer qu'elle ne fasse pas valoir son point de vue, simplement parce qu'en matière fiscale, eh ben, il faut l'unanimité. Donc, je ne sais pas. Mais elle peut quand même faire des recommandations. Oui, est-ce qu'il n'y a pas un risque, si ça passe, qu'après toutes les entreprises veulent imposer à 15%? J'entends pas très bien. Est-ce qu'il y a pas un risque que si ça passe, après toutes les entreprises nationales trouvent ça complètement injuste et disent nous aussi on veut être imposé à 15%, donc ce taux de 15% sera pour tout le monde et donc l'impôt va y rentrer fiscal dans son taux. C'est ce que disait Piketty, est-ce qu'il y a un risque de course au moins 10 ans vers le bas et que tout le monde s'aligne sur ce taux? Il y a ce qu'il y a de positif, quand on ne veut pas être seulement critique, ce qu'il y a de positif dans cet accord, c'est qu'il y a un taux minimum, 15%. Bon. Mais il y a quand même de sérieuses, enfin tu me corriges si je dis une connerie, il y a quand même de sérieuses incertitudes sur l'effectivité de ce taux. Hein? Et quand on a l'exemple de l'Irlande, 12,5 versus 4 effectifs, on se pose des questions. Mais bon, ça n'existait pas avant. Hein. Donc, il y a des calculs qui ont été faits, notamment par comment ça s'appelle, le truc de Piketty, là, qui est financé, subsidié. L'Observatoire européen de la fiscalité, ou je ne sais pas quoi. Ils ont fait des calculs. Donc, ça devrait générer des recettes fiscales supplémentaires. Ce serait quand même bien le moins. Mais en même temps, Piketty, il dit, bah oui, lui, il y va franco. Il y va d'ailleurs plus franco même qu'Alain Deneau. Il dit, c'est un permis de frauder parce qu'on institue un régime particulier pour une petite catégorie Et ça, chez Attac, on a prévu, et chez Pour aussi, de travailler là-dessus, c'est le pouvoir du droit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui échappe aux citoyens. Hein. Et quand on voit le pouvoir d'organisation, c'est pas les organisations, c'est pas l'OCDE qui fait ça. Hein. L'OCDE est réfléchi.
Mais à un moment donné, les politiques, ils décident. C'est comme les chefs d'État de l'Union européenne qui souvent, par facilité et par rapport à leurs électeurs, ils disent oui, mais c'est la Commission. Ben, ils oublient de dire que par exemple, en matière fiscale, c'est les chefs d'État, dans le cadre du Conseil européen, qui approuvent. Hein. C'est pas la Commission. Hein. Donc ils se défaussent sur la Commission. Et petit à petit, eh ben, regardez cette évolution fiscale qu'on peut considérer comme positive, mais ce qu'elle signifie au niveau démocratique, avec la réaction des Philippines. C'est quand même intéressant. Hein. Ah bah tiens, on ne savait pas que... On ne savait pas, vous êtes gentil, vous nous donnez un droit à taxer, mais on pensait que c'était chez nous, on décidait. Voilà. Et j'ai perdu le fil, je voulais dire autre chose, mais bon, voilà. Voilà. Non, il y a un risque d'aller vers le bas. Ça c'est clair. Il a raison, Piketty. Mais c'est une innovation. On ne peut pas dire le contraire. Hein. C'est une innovation. Mais maintenant, tout va être aussi, s'ils arrivent à se mettre d'accord, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de points sur lesquels il va falloir négocier. Hein, et ça sera moins évident que de dire, bon là on exclut les services financiers, on exclut les industries minières. Là, ça sera des détails sur la base taxable, etc., des trucs de spécialistes. Et puis, tout ça est politique, donc idéologique. Qui c'est qui réfléchit là-dessus ? Il y a des ONG hein, qui participent aux discussions à l'OCDE, mais même des syndicats, ils sont consultés. Mais par rapport à la force de frappe des cabinets d'audit, etc., évidemment que les cabinets d'audit dont je vous ai parlé, Big Four, ils sont consultés aussi. Et puis, dans les grands spécialistes à l'OCDE en matière de fiscalité, ben, ils sont employés par l'OCDE, mais regardez leur CV. D'où ils viennent, souvent ben, de ces grands cabinets. Hein. Il faut bien avoir l'expertise. Hein. Donc c'est les allers-retours entre... Voilà. Ben oui. Hein. Ben, écoutez, Biden a montré que c'était un sujet strictement politique. La fiscalité. Regardez, demain d'ailleurs, ça c'est important, c'est que donc un nouveau président qui défend très bien ces multinationales et qui défend très bien les intérêts états-uniens, il inverse les choses par rapport à son prédécesseur. Mais donc on peut conclure qu'il n'y a que les États-Unis dans l'Occident qui ont la puissance nécessaire pour faire un petit peu évoluer ça, en gardant tous leurs avantages. Mais demain, c'est sans doute la seule puissance aussi qui peut abolir l'avancée qui s'est faite. Demain, Trump, s'il revient au pouvoir, ou un clone de Trump, peut très bien revenir en arrière. Hein. C'est comme la COP21. COP21, Trump, il dit, moi j'en ai rien à foutre. Bah, demain, tu as un Trump bis, il peut dire, attends, c'est quoi cette histoire ? Moi, je ne suis pas d'accord. Hein. Voilà. Donc, on s'aperçoit que les États-Unis ont le pouvoir de faire, mais c'est sans doute aussi les seuls qui ont le pouvoir, sous une autre présidence, de défaire. Comment ? Quand tu dis les États-Unis, est-ce que ce n'est pas vraiment le secteur de la finance, plutôt qui travaille sur le plan de comment gérer les États, même ici en Europe, parce qu'il y a la démocratie dans les États ici, qui sont au service du peuple ou au service des multinationales financières. Bah, écoute, là, c'est connexe, mais moi je vois, pour avoir beaucoup travaillé là-dessus, notamment sur la France, que maintenant, dans les ministères, par exemple, de différents ministères de l'économie, des finances, de l'aménagement du territoire, de la santé, mais les compétences de ces ministères, où il existait des centres de recherche pour être en veille technique, technologique, etc., ben, au nom du néolibéralisme, on réduit tout ça. OK ? Mais on a besoin de ces compétences.
Mais quelles sont-elles maintenant? Elles émanent de ces grands cabinets d'audit qui ne font pas que de l'audit, qui font du conseil, pas seulement du conseil fiscal, qui font du conseil dans plein de domaines, informatique, etc. etc. Et puis, il y a les cabinets de stratégie, qui sont tous anglo-saxons. McKinsey, on les connaît bien en Belgique, Boston Consulting Group, Bain, et puis maintenant les Big Four ont eux-mêmes leur propre cabinet de stratégie. Mais ils travaillent tous selon la même idéologie, ce qui fait que les services publics, et ça c'est une réalité, hein, même les partisans de ce système le disent, ils sont perfusés idéologiquement par ce système néolibéral. D'ailleurs, la technique, on la connaît, hein, c'est Buchanan, dans les années 75-80, James Buchanan, il a eu le prix Nobel d'économie, ça s'appelle « To starve the beast » en anglais. Je prononce très mal, je suis français, donc les langues, c'est pas mon fort. Eh bien, affamer la bête. La bête, c'est le secteur public. Bah, vous lui coupez les moyens. Bah, vous dites après, attends, les hôpitaux, ça ne marche plus du tout. Hein. Bah, voilà. C'est aussi simple que ça. Hein. C'est ce qui se passe. Hein. Tu voulais ajouter quelque chose par rapport à... Non, c'est tout à fait complet. Merci. Tu voulais dire quelque chose? Oui, vous avez une question qui se raccroche à celle précédente. Vous avez peut-être aussi une réponse, hein, madame, parce que je n'ai pas entendu la vôtre en tout cas. Je reste perplexe, je ne comprends pas encore très bien pourquoi Thomas Piketty a dit que cet accord serait un permis de frauder. Je comprendrais bien si, entre guillemets, en échange de taxer l'unité nationale à 15%, ces mêmes unités nationales avaient reçu des garanties sur le fait d'être moins poursuivies, mais elles ne le sont déjà pas. Donc voilà, c'est bien insuffisant, on est bien d'accord, mais c'est mieux que ce qu'il y avait avant. Donc pourquoi on peut dire que c'est aller vers une sorte de permis de frauder pour les multinationales? On en parlait samedi avec Christian, justement, on a préparé vendredi et samedi cette rencontre, et je lui disais que, d'après moi, quand j'ai lu cette déclaration-là de Piketty, pour moi, c'était quand il fait référence à ce premier pilier. Donc le fait qu'on parle d'une réforme mondiale, mais qu'elle ne concerne que 100 multinationales, et comme l'a aussi mentionné Christian, c'est tellement limité comme nombre de multinationales que finalement toutes les autres, eh bien, d'une manière ou d'une autre, sont autorisées. Donc les seules qui ne sont pas autorisées, c'est ces 100 premières multinationales. Donc moi, c'est comme ça que j'ai interprété son affirmation. Je l'ai lu aussi, c'était dans Le Monde, je crois que je l'ai lu, donc enfin voilà. Je ne sais pas, Christian, si tu veux rajouter. Mais non, moi je pense que tu as raison. Je pense que Piketty, en plus, il est très, comment dire, en pointe par rapport aux idées qu'il propose depuis un certain temps, et que lui, il tient mordicus à 25%. Il a peut-être été un peu déçu, j'en sais rien. C'est vrai que l'OCDE, je parle sous ton contrôle, avait initialement pour le pilier 1, au lieu des 100 premières entreprises mondiales, je crois qu'il y en avait 2500. Hein, 2400 qui étaient visés. Donc on est quand même, il y a quand même une sérieuse chute, quoi. Donc est-ce que ça explique aussi sa réaction? Vraisemblablement. J'en vois pas d'autres. Et voilà, ils font un sacré boulot hein, à l'Observatoire européen. Ils ont simulé, mais alors évidemment c'est difficile parce qu'il y a encore plein d'incertitudes, ce que les exemptions auraient pour conséquences financières par rapport à l'absence d'exemption. Donc voilà. Mais je pense que ça va être excessivement complexe. D'ailleurs, il y a un de vos économistes dont on parle pas mal en Belgique, Bruno Coleman, hein, qui a déclaré que c'est tellement complexe qu'on en a pour 5 ans minimum, a-t-il dit, à tenter de mettre au point un truc opérationnel. Voilà. Et c'est ce premier pilier qui est extrêmement technique, en fait.
Et ça a été aussi le sujet de discorde avec les États-Unis. Donc, ça a été le gros thème. Et justement, une des déclarations de Biden, c'était le taux d'abord de 21 puis de 15%. Mais ça a été aussi une des conditions, ce n'était de prendre en compte que ces 100 multinationales. Donc, il a protégé ces multinationales. Donc, ça a été un des thèmes de ce qu'on comprend. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de transparence au niveau des négociations, mais c'est ce qui a... Quand vous regardez l'étude que vous verrez là dans l'étude de Polytechnique Zurich, donc ils ont un échantillon de 43 000 transnationales qui cumulent 80% de la richesse. Bon, donc il y en a 43 000, quoi. Et donc là, on parle pour le pilier 1, on parle de 100. Voilà. Mais ces 100 sont extrêmement puissantes, ça c'est vrai. Hein. Je n'ai plus le chiffre en tête, mais il y a une concentration phénoménale. C'est absolument incroyable à quel point cette concentration joue. Par contre, cette concentration des 100 grandes multinationales ne se trouve pas dans le plan compact de la ONU, que gère la ONU, l'Organisation des Nations Unies. J'ai lu un article dans lequel le plan compact, qui s'appelle le projet à l'intérieur, est fait pour créer 100 entreprises multinationales. Et vous parlez de ces mêmes entreprises alors? Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. Ni même bien entendu. Je suis un peu sourdingue. À l'intérieur de la ONU, il y a un groupe qui s'appelle le plan compact. Et ce plan compact est construit avec des 100 multinationales les plus grandes. D'accord. Qui financent à l'intérieur de la ONU. Alors, ce que je suis en train de me dire, c'est une grande multinationale qui font le plan compact à l'intérieur. Ils sont en train de gouverner aussi au niveau mondial dans la politique. C'est ça, c'est la meilleure des mêmes. Ouais, je suis convaincu, mais pour avoir vraiment beaucoup travaillé sur la puissance de ces grands cabinets d'audit, la puissance de McKinsey. McKinsey, par exemple, en France, c'est lui qui a organisé une partie, si j'ai bonne mémoire, des opérations de vaccination, etc., hein, en France. Donc ils ont un pouvoir considérable. Alors tu parles de l'ONU. Les pays en développement, ils disent, écoutez, vous êtes bien gentils, vous, club de riches, G7, G20, vous nous expliquez qu'on va avoir des droits à imposer, mais ce n'est pas au niveau du G7 et du G20 que ça devrait se décider. C'est au niveau de l'ONU que ça devrait se décider, ils disent. Voilà, au plan de la logique, ça se comprend. J'imagine que ça serait très compliqué de l'organiser au niveau de l'ONU. Il y en a même qui vont jusqu'à dire, il faudrait, c'est Joseph Stiglitz, là, un ancien prix Nobel, lui aussi, qui dit il faudrait créer une cour fiscale internationale au niveau de l'ONU. Ça a son sens, hein, mais on voit déjà à quel point, à 7 ou à 20, c'est difficile d'avancer. Alors, il y a combien de pays à l'ONU? Je ne sais pas, 200, pas loin, voilà. Paul, je voulais dire quelque chose? Oui, je voulais demander quelque chose. Vous avez parlé du lien évident entre l'action des multinationales et la situation mondiale des femmes. Est-ce qu'il y a un moyen de... Mais je suis sûr que nos dirigeants écolos sont au courant de ça. Non, je parle de l'environnement, pas des femmes. Excusez-moi. Nos dirigeants écolos sont au courant de ça. Mais je ne vois pas beaucoup d'action de leur part en ce sens. Je pense à M. Jadot d'ailleurs. Est-ce qu'il va faire quelque chose pour que ce système qui est directement responsable de la mort de la planète? Et je crois que c'est... Enfin, moi, je me dis que ça ne dépend pas d'un parti, ça dépend de nous en tant que citoyens. Donc, et ça devrait être, du coup, une préoccupation de tous les partis. Maintenant, je pense qu'après ce qui s'est passé cet été, c'est un peu clair que nous, en tant que citoyens et citoyennes, on va l'exiger, et on doit l'exiger, et on l'exige. Et il y a la marche le 10 octobre, il faudra y aller, bien sûr, mais ça devrait être dans l'agenda de tous les partis comme une priorité. C'est une priorité pour les écologistes. Alors, je ne vois pas la priorité
chez eux, quoi. Ils restent toujours dans le système. Ah oui, j'ai entendu hier sur France 2 M. Jadot qui disait qu'il allait être le président du climat, donc on verra. Hein. Il y en a un qui le dit déjà, on verra après, quoi. Mais c'est des déclarations de nouveau, et on n'est plus à un moment où on a besoin de déclarations. Greta Thunberg l'a bien dit il y a ce week-end, je crois. Donc il n'y a que des déclarations, c'est ça qui est dommage. Maintenant, il faut des actions, et ça doit être de tous les partis. Et c'est à nous, en tant que citoyens aussi, et en tant que citoyennes, à exiger que tous les partis, puis une fois justement, une chose c'est les partis, et puis les autres c'est quand ils sont au pouvoir. Donc que les élus, agissent en faveur d'eux, et le temps est chaque fois plus court. Donc, Bah oui, en fait, c'est intéressant là. D'ailleurs, dans le coup, je vais acheter le bouquin de ce monsieur sur la France-Afrique, qu'il a fait il y a bien longtemps. Le pauvre vieux, il est mort. Mais il a eu de sérieux ennuis. Hein. C'est anecdotique, mais dans sa vie, ça n'a pas été anecdotique. Il a eu un procès très très lourd à l'époque en France. C'était Voscave, ça. Comment? C'était Voscave, de France Oui. Afrique. Ah oui, une affaire judiciaire. Hein. Il ne fallait pas parler de la France-Afrique. Voilà, prenons par la fin, vous parlez de France-Afrique. Cela veut dire que les multinationales ont un autre bras qui s'appelle France-Afrique. Si oui, quelle est la solution pour les pays africains? Pardon? Les Africains. Si c'est vrai, quelle est la solution pour les pays africains pour contrer cela et garantir le développement de leur pays et des populations? Ça, c'est une question. Deuxième question. Je n'ai pas entendu la première question. La première question, si France-Afrique, non, est-ce que, comme vous avez étudié le sujet, notamment France-Afrique, vous le savez, d'ici quelques semaines, il y aura une conférence de France-Afrique. Et France-Afrique serait-elle un autre bras d'un réseau multinational pour piller les pays en développement? Ça, c'est la première question. Et si c'est oui, comment contrer cela? Si c'est oui, comment pensez-vous contrer cela? Deuxième question. Plus proche du micro. Deuxième question. À la suite de cette conférence, on en sort un peu perplexe. Finalement, on sort avec une impression qu'il y aurait une minorité qui décide et une majorité européenne, occidentale, civilisée, détenant les connaissances et le savoir qui subit. Comment comprendre cela? Et la troisième question. Ce n'est pas possible qu'une population puisse assister à une manipulation orchestrée au plus haut niveau, avec la complicité des personnalités que la population elle-même a élues et mis au pouvoir pour prendre des décisions pouvant défendre leurs propres intérêts. Non, vas-y, Sergent, tout ce que tu as dit. Bah, sur la première question, Centrafrique, moi j'ai évoqué la Centrafrique en référence au monsieur qui a écrit ce livre, mais je ne suis pas du tout spécialiste de la question, donc je ne veux pas raconter de bêtises. Moi, ce que j'ai fait dans le cadre d'articles sur l'évasion fiscale pour notre petit journal pour.presse, j'ai fait 2 articles sur l'évasion fiscale en Afrique. Or, l'Afrique, elle est terriblement touchée par l'évasion fiscale des multinationales. C'est considérable. Ça représente, dans les derniers chiffres que j'avais traités, 9% du PIB de l'Afrique. C'est gigantesque. Donc, ce point, c'est un fait. Après, sur le fait qu'il y ait une sorte d'élite, entre guillemets, sans sombrer dans
la conspiration. Dans le conspirationnisme, bah, c'est un fait. Hein. Et ça existe dans les pays en développement, ça existe en Afrique, ça existe au sein de l'Union européenne, ça existe en France. On peut prendre un bon exemple. Hein. En 2005, référendum sur le projet de constitution européenne. La France, comme les Pays-Bas, une semaine ou 15 jours avant, dit non. Bah, après, qu'est-ce qui se passe en France? Et je pense aux Pays-Bas pareil. Eh bien, on prend un autre chemin. Il y a le traité de Lisbonne. Et puis, finalement, on fait approuver la chose par le Parlement. Et donc, et qu'il l'approuve avec une sorte de majorité godillot, comme on dit en France. Parce qu'avec le système uninominal à 2 tours, ça amplifie les majorités. Et puis voilà, ce que les citoyens avaient désapprouvé, peu de temps après, c'est imposé. Voilà. Et après, on pourrait parler aussi de l'Organisation mondiale du commerce. L'Organisation mondiale du commerce a un pouvoir extrêmement puissant. On va commencer à travailler là-dessus chez Pour.Presse, mais c'est phénoménal. Et il y a la Cour de justice de l'Union européenne. Elle dit le droit. Mais par exemple, elle dit le droit, notamment pour ce qui concerne la fiscalité, en fonction de ces décisions de libre circulation absolue des capitaux. Donc elle grave dans le marbre une forme d'idéologie. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Hein. Voilà. Et le droit, il prend de plus en plus d'importance. Hein. Et c'est de plus en plus complexe. Alors vous voyez, si vous êtes citoyen, vous avez un procès, vous perdez en première instance, les délais d'appel à Bruxelles, c'est 6 à 7 ans. Donc c'est plus de la justice, c'est inique. Et donc, par contre, vous avez, notamment grâce à l'OMC, au traité transatlantique, vous avez la possibilité, si vous avez un conflit entre 2 grosses boîtes, eh bien, de procéder à un arbitrage et de choisir le droit avec votre adversaire, le droit selon lequel vous serez jugé. Bon, si vous décidez de choisir, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, le droit allemand, ben vous choisirez le droit allemand si vous mettez d'accord. Et puis, ça sera une procédure hors tribunal. Voilà, donc il y a un pouvoir qui s'instaure. Ben, regardez, nous, les Français, ils ont élu à la présidence de la République, puis après je vais m'arrêter parce que je vais diverger, ils ont élu un banquier d'affaires. Quand vous prenez la filiale du groupe Rothschild, dans laquelle il était banquier d'affaires, elle ne publie pas ses comptes. C'est légal, parce qu'elle a une forme juridique qui fait que, très rare, qu'elle n'est pas obligée de publier ses comptes. Mais quand vous regardez les implantations du groupe Rothschild, c'est sans doute un groupe qui a implanté absolument dans tous les paradis fiscaux. Ils ont Jersey, Guernesey, ils ont 25 filiales. Luxembourg, ils en ont 30. Ben voilà, donc les Français, ils ont élu un président de la République qui faisait ce métier. Il a d'ailleurs comparé ce métier au métier de prostituée. Il l'a déclaré. Donc voilà, c'est un homme d'affaires. Mais, pour se faire élire, il a quand même écrit un bouquin, ça ne s'invente pas, Révolution. Ah, donc, il faut regarder avant de voter. Mais j'ai peur d'avoir oublié votre 3e question. Non, en fait, c'est comment s'en sortir. Ah, bah, si on savait... Pour résumer le système. Il faut détruire en état des multinationales et des grands services de test. On voit que même ça passe ici, alors ça ne sert à rien de monter et avoir un état.
On peut prendre une approche, comment dirais-je, cool, réformiste un peu. Piketty, c'est un réformiste, hein, donc il dit bien cette libre circulation intégrale des capitaux, sans contrepartie, j'insiste, fiscale, sociale, environnementale, il faut sortir de ça. C'est pas possible. Donc il le dit, hein, il l'a écrit hein, dans son article dans Le Monde, où notamment le titre c'est Permis de frauder. Il a écrit ça. Donc il dit, il faut qu'un pays, il parle de l'Union européenne, prenne l'initiative et si possible soit rejoint par 2-3 autres. Et si la Cour de justice de l'Union européenne s'en mêle, au nom des sacro-saints principes de liberté, eh ben tant pis, elle s'en mêlera. Et puis si elle condamne les 2 ou 3 pays en question, eh ben tant pis, il faut continuer. Voilà une voie, hein, qui n'est pas une voie révolutionnaire. Margaret Thatcher, pendant Canton d'une Monage, je me souviens d'elle, et ça a quand même été très long, même si elle n'était pas en France, eh ben, elle pratiquait la politique de la chaise vide hein, au sein de l'Union européenne. Elle venait pas. Hein. Et puis, I want my money back. Hein. Et puis, elle faisait comme ça, excuse-moi. Hein. Donc voilà, il faudrait peut-être que 1, 2, 3 pays fassent la même chose pour défendre leurs citoyens. Parce que est-ce qu'ils nous parlent de ça pendant les campagnes électorales? Ils ne nous parlent pas de ça. Hein. Voilà. Bon. Peut-être justement pour embrayer là-dessus et en guise de conclusion, quelles sont les initiatives citoyennes qui sont en cours, qui pourraient exister pour appuyer cette logique d'une plus grande responsabilité des multinationales? Il y a notamment la campagne pour la juste taxation des multinationales qui était notamment menée par le RJF avec notamment la CNCD et Attaque intérieure. Actuellement, quelles seraient les étapes pour des gens qui seraient indignés par cette injuste taxation des multinationales pour faire avancer les choses? Et puis si vous pouvez peut-être chacun conclure là-dessus. Vas-y. Mais moi, c'est très bien parce que tu me donnes l'opportunité de bondir aussi sur la question de monsieur et sur ce qu'a dit Christian, parce que je voulais quand même justement souligner qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont organisées depuis des années pour lutter pour avoir plus de justice fiscale, et au nord comme au sud, ou au sud comme au nord. Et ces déclarations de Joe Biden depuis le mois d'avril ont quand même eu un effet très bénéfique, c'est que le thème de la justice fiscale a été remis à l'ordre du jour. Et donc quand nous, on a eu le Tax Justice Day et qu'on a eu une semaine d'action, on a quand même pu voir qu'il y avait une réponse des personnes aussi à ces actions-là. Donc il y a des demandes très claires aussi. Alors au niveau du Sud, par exemple, c'est pas un rejet du projet BEPS, c'est une demande, par exemple, au niveau du premier pilier, que les pays producteurs soient aussi bénéficiés au moment de la répartition, donc qu'ils soient pris en compte pour recevoir une partie de ces profits qui seraient redistribués, qui est plus de multinationales, et que ce pourcentage de 20 à 30% qu'a mentionné Christian soit beaucoup plus élevé aussi. Donc il y a des demandes qui ne sont pas orientées à un rejet, mais à une demande que ces pays soient pris en compte, qu'ils soient écoutés et que leurs bénéfices soient aussi contemplés au moment de s'accorder à ce niveau-là. Et puis il y a évidemment, au niveau de la société civile, la demande aussi a été depuis des années que ce soit un taux de 25%. Donc ça, c'est pas nouveau. Donc ce sont des négociations, comme je vous le disais, qui ont commencé depuis longtemps. Et la demande de la société civile, au niveau du CNCD 1111, la demande était claire que ce soit 25%. Au niveau du RJF, du réseau justice fiscale aussi. Donc il y a un travail qui, d'après moi, ne fait que commencer. Donc une fois qu'on aura les détails de l'accord, ces détails techniques, c'est là qu'on va devoir organiser nos demandes en fonction de ce qui sera sur la table maintenant, et d'innover aussi peut-être et de s'unir. Moi je crois fort, en rejoignant ta question au niveau de l'environnement, on a souvent allié justice fiscale et justice sociale dans nos discours, et je crois qu'on doit maintenant, et que c'est inséparable, on doit aussi ajouter la justice climatique. Donc on doit faire converger nos luttes, s'unir, et je crois que c'est comme ça qu'on arrivera à faire entendre nos voix et avoir des effets plus positifs sur ce qui vient, quoi.
On a des détails sur les échéances pour les détails techniques de l'accord? Et ça devrait être avant la fin de l'année, donc ça avait dit octobre-novembre, donc on attend. Oui, bah, c'est vrai, hein, y a plein d'associations, d'ONG qui se bougent. D'ailleurs, c'est pas par hasard qu'au moment des Gilets jaunes, notamment en France, on voyait quand même des pancartes sur l'évasion fiscale, des pancartes sur la dette, hein, parce que la dette qu'on n'a pas le droit de laisser à ses enfants et à ses petits-enfants, elle serait moins grande s'il y avait moins d'évasion fiscale. Hein. Donc, ça, on a tendance à l'oublier. Voilà. Et puis, on ne sait jamais prévoir quand les explosions arrivent, donc peut-être qu'il y aura un sursaut citoyen à un moment donné que personne n'a prévu. Hein, mais ce à quoi on assiste, c'est quand même c'est à une concentration absolument phénoménale du pouvoir économique qui s'impose aux politiques. Il y a plein de décisions, et c'est pas du complotisme de dire ça, dont on pense que nos élus les prennent, mais on n'a pas parlé là, par exemple, c'est encore une autre forme d'évasion fiscale considérable. D'ailleurs, le FMI lui-même en parle. C'est l'évasion fiscale au droit de succession. Parce que l'héritage, c'est déjà le comble de l'inégalité, mais en plus, l'héritage s'évade. Et donc, le FMI et l'OCDE aussi ont dit, attendez, il faut faire quelque chose, là. Voilà. Donc, comment dire, il y a quand même un truc qui est emmerdant. C'est que ce sont quand même les gens dits socialistes, souvent, sociodémocrates, qui ont, en tout cas en France, pris les initiatives les plus libérales, y compris au plan financier. Et c'est quand même troublant. Voilà.